vérité au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, merci de suivre le 20h de ce dimanche. La vaccination contre le Covid-19 étendue à l'intérieur du Togo. Le coordonnateur de la riposte était dans le journal de 13h ce dimanche sur la télévision togolaise. Il en a donné des précisions dans le journal de Ekwe Sala et il a également fait le point sur la situation vaccinale dans le Grand Lomé. À ce jour, nous vous en proposerons un extrait dans cette édition. Mais d'abord, retour sur la visite d'État du président Faure Gnassingbé cette semaine en France. Point d'orgue, l'entretien avec son homologue Emmanuel Macron, mais également de nombreuses autres rencontres pour mieux positionner le Togo diplomatiquement, stratégiquement et économiquement. Que retenir de ce séjour marathon de 3 jours? Joseph Amégan fait le tour de la question. De la visite du président de la République Faure Gnassingbé à Paris. Eh bien, l'attractivité du Togo, qui s'est employée ces dernières années à opérer des réformes hardies dans le domaine du climat des affaires, est confirmée eu égard au grand nombre de dirigeants de grands groupes reçus par le chef de l'État togolais Faure Essozmana Gnassingbé. Tous ont exprimé leur volonté d'investir au Togo, vu que le pays affiche une trajectoire économique très intéressante du point de vue opportunité. La rencontre du président togolais avec son homologue français, qui s'est déroulée dans une ambiance très chaleureuse, très amicale, s'est soldée par une identité de point de vue entre deux hommes sur la plupart des questions évoquées, que ce soit sur le plan bilatéral ou régional. S'agissant des questions liées à la sécurité dans la sous-région ouest-africaine, le chef de l'État français apprécie vivement l'engagement du Togo pour le rétablissement de la paix et la sécurité dans toute la sous-région et dans le Sahel. Une appréciation qui rappelle le leadership du président togolais qui joue avec grande modestie le rôle du maître du Sahel. Et les activités économiques reprennent peu à peu dans ce contexte de pandémie. Le premier trimestre de l'année 2021 a été satisfaisant avec plus de 4000 entreprises créées au Togo contre 3600 à la même période de l'année dernière. Une nette amélioration qui apparaît comme un indicateur de la relance de l'économie malgré la pandémie au Covid-19. Ces performances ont été effectives grâce à la volonté manifeste du gouvernement à accompagner le secteur privé. On fait le point de cette relance des activités économiques avec Antoinette Romain-Aurore. Le tissu économique du Togo reprend peu à peu son élan. Au cours du premier trimestre de l'année 2021, plus de 4000 nouvelles entreprises ont été créées et 1390 formalisées, soit une croissance de 11% par rapport au chiffre de 2020 qui était de 3600 sur la même période. Cette performance apparaît comme un indicateur clé de la relance de l'économie. La reprise des activités économiques annoncée est portée par plus de 80% des entrepreneurs nationaux ayant formalisé leurs activités entrepreneuriales au début de l'année 2021. Les femmes occupent une place importante dans cet environnement avec près de 1000 entreprises créées au premier trimestre de 2021. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement accompagne le secteur privé afin de permettre aux entreprises de mieux résister aux impacts négatifs de la maladie. De la suppression de quelques taxes et impôts au rallongement des délais de paiement de certains impôts en passant par la numérisation de la majorité des processus, l'appui apporté est conséquent. C'est ce qui justifie la résilience de 52,5% des entreprises togolaises face aux impacts de la COVID-19 selon une étude du Centre de formalité des entreprises CFE. S'agissant de la digitalisation des processus, la création des sociétés à responsabilité limitée SARL se fera désormais en format électronique exclusivement.
Ceci à travers le site web du CFE www.cfetogo.tg. Les dépôts physiques ne seront plus acceptés. Ces réformes sont de nature à améliorer davantage le climat des affaires au Togo afin de le rendre encore plus attrayant aux investisseurs locaux comme internationaux. C'est également la confirmation que l'introduction du digital dans l'administration publique est une réalité. Et la vaccination contre le Covid-19 semble aujourd'hui être l'arme assez efficace pour vaincre la pandémie, permettre la reprise des diverses activités et relancer effectivement l'économie. La polémique autour de AstraZeneca a ralenti l'élan, mais voilà, qui devrait rassurer. L'Agence européenne du médicament a donné son feu vert au vaccin suédo-britannique. La balance bénéfice-risque est positive. Et l'OMS déclare AstraZeneca sûr. De quoi donc lever un peu plus de voile des sceptiques. Mais Augustin Kossi, que dit réellement ce rapport? C'est un verdict particulièrement attendu en Europe au moment où l'Union est en pleine pénurie de vaccins. L'Agence européenne du médicament donne un avis favorable. Le vaccin AstraZeneca est sûr et n'est pas associé à un risque accru de formation de caillots dans le sang. Ces caillots sanguins sont désormais inscrits dans la liste des effets secondaires du vaccin AstraZeneca. Aucun facteur de risque lié à l'âge, le sexe ou le passé médical n'ont été identifiés. Les très rares cas de décès, conclut le rapport, pourraient être causés par une réponse immunitaire. Selon l'Agence européenne du médicament et l'Organisation mondiale de la santé, la balance bénéfice-risque est positive. L'Union européenne appelle à parler d'une seule voix pour ne pas nourrir la défiance envers le vaccin AstraZeneca. En mars dernier, 17 pays européens dont la France avaient suspendu la vaccination à AstraZeneca. Problème, il serait à l'origine de l'apparition des caillots sanguins chez certains patients. En Europe et au Royaume-Uni, plus de 25 millions de personnes ont déjà reçu ce vaccin. 86 cas de thrombose ont été signalés, dont 17 mortels. L'Agence européenne du médicament conclut: les bénéfices sont largement supérieurs aux risques. L'OMS assure de son côté que la balance risque-bénéfice penche en faveur du vaccin et donc la vaccination doit se poursuivre. En France, les moins de 55 ans ayant reçu une première dose de vaccin AstraZeneca pourraient à présent recevoir la deuxième dose avec d'autres vaccins, Moderna et Pfizer notamment. Au Togo, par exemple, dans le but d'accélérer la couverture vaccinale, le gouvernement élargit la vaccination à toute la population âgée de 30 ans et plus dans le Grand Lomé. Débutée le 10 mars dernier, cette campagne vaccinale a concerné d'abord le personnel de santé, les personnes de 50 ans et plus, puis celles porteuses de comorbidité. Elle s'est étendue également aux personnes exerçant les professions à risque. Le pays s'est fait distinguer aussi par la riposte mise en place dès les premiers cas de Covid-19. Une coordination de gestion de la riposte, un comité scientifique chapeauté par le chef de l'État Faure Eswazimana Gnassingbé. Plusieurs mesures socio-économiques ont été prises en vue de rendre le pays plus résilient malgré les effets néfastes de la crise sanitaire. La vaccination a donc cours au Togo depuis plusieurs jours déjà. À la base destinée à des cibles particulières, elle est ouverte aujourd'hui à tous à partir de 20 ans. Et du nouveau encore, ce n'est plus seul le Grand Lomé qui en bénéficie, mais l'immunisation collective s'étend aussi à l'intérieur du pays. Le coordonnateur national de la gestion de la riposte au Covid-19, le médecin-colonel Mohamed Djibril, était dans le 13h de ce dimanche avec Ekwe Salah. Nous vous proposons de suivre un extrait de leur entretien. Il fait d'abord le point sur la situation vaccinale dans le Grand Lomé. La situation de la vaccination aujourd'hui dans le Grand Lomé. Merci. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire un petit rappel rapide sur la situation de la pandémie en général dans notre pays. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, on assiste à une augmentation des contaminations dans notre pays. Et cette
augmentation de contamination concerne surtout le Grand Lomé. Et dans le Grand Lomé, ça concerne beaucoup plus les institutions publiques et privées, les sociétés, les industries, les usines, mais aussi les écoles, dont les causes sont simples à connaître. Le non-respect des mesures barrières, mais aussi le non-respect des mesures restrictives. Vous comprenez aisément que pour combattre cette pandémie, comme nous l'avons fait depuis le début, il faut bien sûr continuer par respecter en un les mesures barrières, le port de masque, la distanciation sociale, mais aussi le lavage des mains. En deux, respecter les mesures restrictives, notamment les grands regroupements, et éviter les grands regroupements qui sont des foyers de contamination en masse. Et en trois, le point important dans lequel le combat qui vient nous aider dans le combat que nous menons ensemble et qui constitue une lueur d'espoir, c'est le vaccin. Pour ce qui est du vaccin, l'arrivée du vaccin que tout le monde entier attendait est une chose faite. Le vaccin est là. Mais ce vaccin, il faut l'avoir. Il est difficile à avoir. Mais nous l'avons eu grâce au leadership de nos plus hautes autorités. Mais compte tenu des quantités que nous avons eues et sous l'éclairage des plus hautes autorités, il y a une stratégie qui a été mise en place. Cette stratégie, c'est d'abord vacciner les personnes de première ligne, notamment les personnels de santé, qui ont été vaccinés à plus de 93%. Puis, les personnes vulnérables. Notons que cette vaccination, après le personnel de santé, se fait beaucoup plus dans le Grand Lomé. Parce que c'est dans le Grand Lomé que nous avons plus de 90% de nos cas actuellement. Donc, c'est dans le Grand Lomé que la vaccination se fait et concerne les personnes vulnérables éligibles qui ont plus de 50 ans au début. Puis, on a augmenté, on a élargi le personnel, les personnes vulnérables, notamment pour aller vers les personnes qui sont à risque par rapport à leur métier ou par rapport à leur situation, notamment les forces de défense et de sécurité, les hôteliers, les personnels de l'aéroport qui sont vaccinés actuellement. Et actuellement, nous suivons pour élargir encore vers les zones, parce que j'ai cité les écoles. Donc forcément, il faut vacciner tous les enseignants. Il faut vacciner aussi les transporteurs qui sont des vecteurs du virus. Et actuellement, on a élargi l'éligibilité en descendant vers 30 ans et plus. Voilà un peu ce que je peux dire sur la situation. Maintenant, je peux répondre à votre question. Pour répondre à cette question, nous allons dire que nous avons vacciné plus de 100 000 personnes actuellement et que la population cible, comme je viens de le dire tantôt, est redevenue à 30 ans et plus, mais aussi l'intérieur du pays. Nous devons penser à l'intérieur du pays. Donc, des doses ont été envoyées depuis hier. Actuellement, ils ont tous, dans toutes les régions, quelques quantités de vaccins pour commencer la vaccination dans tout le pays. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Et mon colonel, la campagne vaccinale a été lancée il y a des semaines, pour ne pas dire ça fait déjà un mois. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler encore que la réticence est là? Il y a encore la forte réticence de la population cible pour se faire vacciner? C'est normal. Nous sommes tous différents les uns des autres. Forcément, il y aura toujours certaines réticences et ces réticences sont compréhensibles vu ce qui circule sur les réseaux sociaux. Mais toutes ces informations qui circulent sur les réseaux sociaux méritent d'être analysées. Nous les avons analysées. C'est pour cela que nous demandons à tout le monde maintenant d'aller se faire vacciner. Car nous ne devons pas laisser nous distraire devant toutes ces informations qui nous empêchent de sauver des vies. Bien sûr, il faut toujours être prudent, comme la démarche du serpent, mais il faut aller tout droit comme une colombe. Voilà ce que je peux dire pour dire à tout le monde d'aller se faire vacciner, parce que c'est le vaccin seul qui va nous sauver.
Et cette question que tout le monde se pose, est-ce que si on se vaccine, on est encore exposé au virus? Est-ce qu'il y a des personnes vaccinées qui sont encore déclarées positives au Covid-19 et comment comprendre justement cet état de fait s'il en était? Les personnes vaccinées se protègent contre la forme grave du virus, mais peuvent avoir le virus si la personne ne respecte pas les mesures barrières et peut transmettre le virus à une autre personne. C'est pour cela que même vacciné, il faut continuer par respecter les mesures barrières et que les personnes vaccinées ne feront pas la forme grave. Et quand on fait le test à une personne vaccinée, parce que le test PCR, on prélève au niveau de la gorge pour chercher le virus. Si le virus est là, on le trouvera, mais votre organisme le combat, mais on le trouvera. Donc forcément, on vous trouvera positif, mais ça permettra, si vous êtes vacciné, de ne pas être transféré dans un centre de soins parce qu'on sait que vous êtes vacciné. Et puis la vaccination aussi peut ouvrir à d'autres avantages. Notamment actuellement, le football a repris. Les stades sont vides. Les personnes vaccinées peuvent être autorisées à aller au stade parce qu'ils seront tous ensemble et ils ne feront pas la forme grave, donc ils pourront rentrer au stade et ainsi de suite. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette vaccination où tout le monde devait se précipiter pour aller faire la vaccination pour que nous ayons une immunité collective pour pouvoir reprendre les activités normales. Oui, vous parlez d'immunité collective, mais pour le moment, la campagne vaccinale est concentrée dans le Grand Lomé. Vous l'avez effleuré, bientôt sera autour de l'intérieur du pays. Est-ce que déjà on peut avoir une date à quand est-ce que la campagne sera menée dans l'intérieur du pays? En fait, je venais de le dire tantôt. À l'intérieur du pays, nous avons fait déplacer les vaccins. Depuis hier, ils ont eu les vaccins. Les derniers à avoir ont eu ce matin à Dapan. Donc, toutes les régions ont les vaccins. La campagne vaccinale a commencé dès aujourd'hui. L'intérieur du pays, ils seront vaccinés. Donc, nous commençons aujourd'hui pour tout le pays. Merci. Un mot pour conclure, mon colonel. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que les cas continuent par augmenter. Les moyens pour lutter, comme je l'ai dit tantôt, c'est le respect des mesures barrières, que je me permets de répéter une fois encore, le port de masque, distanciation sociale et le lavage des mains. Mais aussi le respect des mesures restrictives, éviter les rassemblements. Et enfin, le point essentiel, c'est la vaccination. Nous devons aller, nous tous, nous faire vacciner pour avoir une immunité collective, ce qui va nous permettre de reprendre la vie normale. Il faut un engagement de tout à chacun pour la survie de nous tous. Donc forcément, si un se vaccine et l'autre ne se vaccine pas, ça ne marchera pas. Il faut que nous tous nous vaccinons. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Merci mon colonel pour toutes ces explications. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'était les explications donc du professeur colonel Mohamed Djibril, coordonnateur national de la riposte au Covid-19 ce dimanche à 13h sur le plateau de Ekwesala. Et on prend la direction de Sokodé pour dire que l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, avec l'appui des partenaires de l'État togolais, a produit la stratégie nationale de développement de la statistique. C'est un document en 3 axes, une référence pour une meilleure mise en œuvre des plans de développement. La vulgarisation donc du document est à l'étape justement de la région centrale et on en parle avec Désiré Aloy. Pour orienter l'action gouvernementale, la SNDS, Stratégie nationale de développement de la statistique, reste une référence majeure. Elle renferme et spécifie les instruments permettant de suivre et d'évaluer les efforts à atteindre les ODD notamment. Le document stratégique 2020-2024 est élaboré et constitue sur la période un outil de la mise en œuvre et contribue à poser les bases pour le suivi et l'évaluation du plan national de développement. Le document validé, les acteurs du système statistique national passent à sa dissémination. Le partage du contenu est à l'étape de la région centrale. L'enjeu principal se résume en 3 axes, c'est-à-dire que chaque secteur produit comme il peut les statistiques dans son domaine sans peut-être une méthodologie assez appropriée. Donc l'enjeu de ce premier axe, c'est de coordonner toute la production statistique au niveau national par un système et des méthodologies bien appropriées.
Et le second axe, c'est de promouvoir la production statistique. C'est-à-dire que dans tous les secteurs, il y aura une coordination assez propre pour que tous les domaines qui produisent les statistiques soient coordonnés par l'Institut national de la statistique, qui est le maître d'œuvre de la production statistique nationale. Maintenant, le troisième axe, c'est pour promouvoir la culture statistique. Parfois, les gens ne connaissent pas la valeur des statistiques et quand on envoie peut-être les enquêteurs ou bien on veut produire certaines statistiques, on les envoie des questionnaires, ils ne veulent pas répondre, ne sachant pas ce à quoi est destinée la production des statistiques. La stratégie veut résoudre tous ces problèmes pour que les décideurs puissent utiliser des données assez fiables et récentes pour le développement harmonieux de notre pays, le Togo. L'INSED, Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, dans cet apport stratégique novateur, prend en compte les orientations et recommandations internationales en matière de la statistique. La production des statistiques suit vraiment un timing assez propre. Parfois, quand les statistiques ne sont pas produites à temps, ça déprogramme d'abord le décideur, ça déprogramme l'État, ça déprogramme les institutions, ça déprogramme les ONG dans leur planification pour la réalisation de leurs activités qu'ils doivent réaliser dans un timing bien précis. La SNDS, un maillon très important pour contribuer à booster la mise en œuvre du plan national de développement PND. On va parler entrepreneuriat et spécifiquement entrepreneuriat des jeunes qui bénéficient au Togo de divers mécanismes et dispositifs qui portent déjà des fruits. Le fonds d'insertion des jeunes lancé en 2007 par exemple a servi notamment à Nestor Yoko, ce jeune Togolais, à se lancer il y a 10 ans. Aujourd'hui, il est à la tête d'un grand centre professionnel et il n'y a pas que lui. Sonia Aminiko est allée donc voir ses premiers bénéficiaires du FIGE. Apprécions ensemble le résultat. Quartier Adido Gomé dans la capitale Lomé. Ici, atelier des technologies appliquées à TECAP. Au sein de cette entreprise, le centre de formation socio-professionnelle CAP7. À la tête des deux structures, Nestor, l'un des tout premiers bénéficiaires du fonds d'insertion des jeunes lancé par le gouvernement en 2007. Ingénieur en hydraulique, barrage et électricité, Nestor est aujourd'hui, grâce à ce programme, un entrepreneur aguerri. Un savoir-faire qu'il transmet à la jeunesse à partir de son centre. Il y a deux domaines différents dans lesquels nous intervenons. Il y a le domaine de BTP. Dans le BTP, nous formons dans la peinture, dans la maçonnerie, dans l'électricité, dans la plomberie, dans le froid aussi et dans la soudure. Et maintenant, il y a le volet agro. Agro, nous faisons la pâtisserie, la boulangerie. Et nous formons dans la transformation de fruits et légumes. Nous formons aussi dans la transformation de lait. Beaucoup de jeunes d'aujourd'hui peuvent devenir entrepreneurs. Donc nous, notre particularité est qu'à tout moment où vous venez, nous avons des formateurs qui s'adaptent au planning et aux difficultés de ceux qui ont le désir de se faire former. En plus de ça, nous sommes très à cheval sur la technologie. Je suis entrepreneur social, je confectionne des accessoires en pagne et des accessoires de bureau issus du recyclage. J'ai été très passionnée par l'environnement, tout ce qui nous entoure, et à voir les déchets qui polluent aujourd'hui l'environnement. Donc j'ai fait le tour, j'ai fait les recherches sur le net pour voir ce qui se fait déjà. Donc en plus de ma formation, après ma licence en sociologie, j'ai essayé de combiner ce que je recyclais avec les accessoires en pagne. Maouli, lui, est co-concepteur de l'application Leling, une plateforme de services dédiée aux jeunes qui met en exergue toutes les structures de l'État en charge de l'emploi des jeunes. Cette application Leling est conçue à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit des étudiants comme des élèves, en vue de solutionner leurs problèmes d'emploi, de stage, d'entrepreneuriat. Alors cela englobe 4 thématiques: orientation, éducation, emploi, entrepreneuriat, loisirs, vie sociale et les mécanismes, je dis, à l'endroit de la jeunesse,
Mais profitez-en, saisissez cette occasion pour un lendemain meilleur. Dans la même dynamique, le pays s'active à mettre en place le Haut Conseil pour l'emploi des jeunes, un organe qui sera chargé de veiller au respect des orientations générales de l'État en matière d'emploi des jeunes. Il faut reconnaître que l'État fait beaucoup de choses ces derniers temps pour accompagner les jeunes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut que louer. C'est de continuer dans l'élan qu'on a déjà pris. Nous tenons à féliciter cette initiative qui est très louable envers cette jeunesse. D'après le rapport de l'OIF publié en 2016, plus de la moitié de la population togolaise aura moins de 15 ans en 2030. Une richesse et en même temps un défi en termes d'emploi. Conscient, le pays multiplie depuis quelques années les mécanismes et programmes pour justement accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. Sonia Minikpo parlait justement du Haut Conseil pour l'emploi des jeunes. La session inaugurale de l'institution se tient à Lomé mardi prochain déjà. Le président du comité de pilotage, Stéphane Akaya, était sur le plateau de Ekwesala ce dimanche toujours. Pour des explications, nous vous en proposons un extrait. De 6% du taux de chômage à 3% entre 2015 et 2020. Alors, c'est montrer quand même qu'il y a eu des efforts considérables et aujourd'hui, on a l'un des taux de chômage les plus faibles en Afrique et c'est vraiment quelque chose à saluer. En même temps, le défi, c'est que vous avez sur cette période le taux de sous-emploi des jeunes qui est passé de 22% à 26%. Donc ça veut dire que le Togo a réussi à mettre les jeunes en activité, mais les activités de ces jeunes ne leur permettent pas forcément de vivre pleinement leur émancipation. Donc ça veut dire qu'il y a la question de la décence de l'emploi. Donc le vrai défi, le vrai challenge aujourd'hui, c'est que l'État puisse faire en sorte que les activités des jeunes puissent leur permettre de s'émanciper pleinement. Donc il y a le défi de porter à échelle les activités des jeunes. Donc toutes les activités qui ont commencé, et donc il va falloir trouver les mécanismes les plus appropriés parce que certains avaient reçu des financements de 1 million, de 2 millions. Ils ont besoin d'un financement plus important, de 5 millions, de 10 millions, de 20 millions. Donc pouvoir les faire rentrer dans le cercle classique du financement et pouvoir les faire gagner un peu plus dans leur activité. Après, il y a les défis aussi liés au coût des facteurs de production. Comment on arrive à faire en sorte que la compétition à laquelle fait face les activités des jeunes, cette compétition, ils puissent vraiment jouer leur partition. Donc, il faut trouver le mécanisme pour leur apporter des soutiens sur l'ensemble des facteurs de production de leur activité, les faire insérer dans des programmes qui leur permettent d'accélérer leurs compétences et vraiment d'être, je dirais, vraiment, afin d'être ces jeunes-là qui sont importants pour la réussite d'ailleurs de la feuille de route gouvernementale. Donc, dernière chose qui me semble importante, c'est aujourd'hui, les jeunes doivent être des champions. C'est-à-dire, c'est aussi ça le défi, parce que vous ne pouvez pas créer un pays fort sans des jeunes très forts, parce que c'est les jeunes qui portent la santé du pays et c'est à travers leur activité, leur émancipation. Et je pense qu'aujourd'hui, les défis sont là-bas. Comment créer des jeunes champions togolais qui peuvent porter la nation togolaise plus haut et plus fort. Et face à ces défis, si on peut déjà faire une projection dans le futur, que prévoit le Haut Conseil pour l'emploi des jeunes pour les 5 prochaines années? Alors pour les 5 prochaines années, le Haut Conseil est en train de travailler sérieusement sur un pacte social qui permet justement de faire en sorte que la priorité que nous accordons à la question de l'emploi des jeunes soit encore plus forte. Donc un pacte, parce qu'aujourd'hui chacun travaille chez lui en silo, notamment que ce soit le secteur privé, le gouvernement, les collectivités locales, les ONG, mais il faut coaliser tout ça. Il faut que tout le monde se réunisse autour d'un pacte pour pousser plus fort cette question. Donc pour les 5 prochaines années, on est en train de travailler, le Haut Conseil est en train de travailler sous l'égide de Madame le Premier ministre pour porter ce pacte-là et faire en sorte que la question de l'emploi des jeunes soit encore plus impactante.
Jour d'élection ce dimanche au Bénin, 2 candidats affrontent le président sortant Patrice Talon après une campagne marquée par des violences et un appel au boycott de l'opposition des principaux opposants, on devrait dire. Le vote n'aurait pas été effectif dans toutes les villes du pays, notamment à Savé, Banté et Tchaouro, dans le centre du pays. Le dépouillement a commencé et nous vous proposons ce sujet de Haruna Isaka et Ataratem réalisé plus tôt en journée. Patrice Talon, Alassane Soumano, Corentin Koroué sont les 3 choix pour le scrutin présidentiel 2021 au Bénin. En l'absence des poids lourds de l'opposition qui n'ont pas pu valider leur candidature, le président sortant, Patrice Talon, se retrouve face à 2 adversaires. Des adversaires peu connus de la scène politique qui se réclament de l'opposition, mais que les observateurs présentent comme des faire-valoir. Cette configuration fait de ce scrutin un rendez-vous sans enjeu. Le président sortant, Patrice Talon, presque assuré de remporter ce scrutin pour un 2e mandat. Depuis ce matin, près de 5 millions d'électeurs choisissent entre la continuité et l'alternance. Pendant 2 semaines, les 3 candidats ont eu l'occasion de présenter leur programme de société aux populations. La campagne électorale, ces derniers jours, a connu des manifestations dans plusieurs localités du pays. L'opposition en exil a appelé à manifester contre un second mandat de Talon qui, selon elle, a pris fin le 6 avril dernier. Une interprétation qui fait fi des modifications de la Constitution de 2019 qui accorde une rallonge de 45 jours au président sortant à la fin de son mandat. Des dégâts matériels, des arrestations et même des pertes en vies humaines ont été enregistrés. C'est dans ce climat politique que les Béninois choisissent ce jour celui qui va présider aux destinées du pays les 5 années à venir. Pour certains, ce scrutin reste un rendez-vous manqué, une compétition à sens unique sans les ténors de l'opposition. Dans les conditions actuelles, tout semble se jouer en faveur d'un second mandat pour le président Patrice Talon. Le seul enjeu, c'est le taux de participation, celui-là qui permettra de savoir si le président sortant a réussi ou non son pari. Un peu plus loin en Afrique centrale, c'était jour de vote ce dimanche également, c'est au Tchad. Près de 7,4 millions d'électeurs ont accompli leur devoir civique. Ici, ils sont 10 candidats en lice, dont le président sortant, le maréchal Idriss Déby Itno, qui brigue un 6e mandat. Son principal opposant, Saleh Kebzabo, appelle au boycott. Des scènes de violence sont également émaillées. La campagne électorale, le dépouillement est en cours dans ce pays également. 2 semaines de professionnalisation pour les étudiants de l'école supérieure informatique et de gestion ESIG, la 5e édition depuis la création de cette école. Elle a pris fin vendredi. ESIG est une université privée qui forme les étudiants dans diverses filières. Nous vous proposons donc de suivre la fin de cette session avec Timou Aïssim et Kodja Yasmine. Faire de ces étudiants des modèles en les rendant plus compétitifs sur le marché de l'emploi. C'est le but de cette initiative de l'École supérieure d'informatique et de gestion ESIG, dénommée Semaine de professionnalisation. Pour cette 5e édition, les apprenants ont pu toucher du doigt les réalités du terrain. La semaine de professionnalisation, c'est une semaine au cours de laquelle nous demandons aux étudiants d'aller se confronter aux réalités sur le terrain, d'aller se mesurer et de faire la différence par rapport à ce qui est donné et par rapport à ce qu'ils apprennent. Nous avons travaillé à faire impliquer tous nos étudiants dans cette semaine et tout le monde a été affecté à des activités spécifiques. Nous sommes allés vers les entreprises telles que les restaurants, les hôtels et nous avons rencontré des responsables, nous les avons présentés et nous les avons incités à devenir nos clients. Ce que nous apprenons sur les bancs de l'école et ce qui se passe réellement dans la vie réelle sont 2 choses totalement différentes. Et grâce à cette semaine de professionnalisation, nous avons réellement su ce qui se passait sur le terrain. Cette semaine de professionnalisation est une occasion pour ces apprenants de l'ESIG de connaître et goûter les métiers de leurs rêves. Les premiers responsables de l'Institut se félicitent de sa tenue effective. Quand nous parlons de 5e édition,
Ça veut dire qu'on a déjà fait une première, deuxième, troisième, quatrième. Si on n'a pas les fruits, on ne récolte pas les fruits, on ne récolte pas les retours des entreprises par rapport à cette chance que nous donnons aux étudiants qui fait qu'ils sont déjà prêts au métier pour lesquels ils sont formés avant même d'aller à l'entreprise. On ne va pas le répéter. Si nous le répétons, ça veut dire que quelque part, il y a victoire partout. Nous sommes fiers d'eux et nous sommes fiers de nous-mêmes. Le gouvernement envisage des formations professionnelles de qualité et c'est à juste titre que le ministre en charge de l'enseignement supérieur adhère à cette initiative. Le tout n'est pas d'avoir un diplôme, mais d'avoir un diplôme reconnu. Un diplôme qui vous permet de travailler, un diplôme qui vous rend compétitif. Cherchez à acquérir des connaissances, cherchez à être compétitif. Toutes les voies sont dégagées et vous allez voir que vous n'irez que de succès en succès. J'ai suivi des étudiants de cette école qui sont arrivés à l'Université Paris 13, inscrits en master et qui étaient tous les 3 premiers. Un des projets importants du président de la République, c'est orienter la formation vers les métiers prioritaires. ESIG fait partie des écoles de référence au Togo. Elle forme dans plus de 10 filières, notamment les techniques commerciales, génie électrique et industriel, l'information et communication. Et l'on ne saurait boucler ce journal sans faire le point quotidien de l'évolution de la maladie à coronavirus au Togo. À ce jour de dimanche 11 avril 2021, donc, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 12 006 cas. Nous avons 59 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 9 274. 84 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour au Togo est de 2616. Et le nombre de décès est de 116. C'est un point fait par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mijiawa. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Au revoir et à très bientôt.